Bienvenue pour cette exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous semble familier, mais dont l'histoire est une véritable saga, pleine de rebondissements. Le marché boursier français et son indice star, le CAC 40. Imaginez un peu une transformation si radicale qu'en presque un demi-siècle, ce marché est devenu quasi méconnaissable. Ce fameux CAC 40 qu'on regarde tous les jours cache en fait des mutations profondes. Alors notre mission aujourd'hui, décrypter cette évolution sur une très longue période. 48 ans pour être précis, depuis 1977. Pour faire ça, on s'appuie sur une analyse assez détaillée qui a repéré pas moins de 29 retournements de marché majeurs. L'article source d'ailleurs s'appelle « La grande transformation du CAC 40 ». L'idée, c'est pas juste de regarder les chiffres, mais de vraiment comprendre les différentes ères que le marché parisien a traversées. Quelles étaient les forces derrière tout ça? Et surtout, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui? On va essayer de mettre un peu de lumière sur ces révolutions silencieuses qui l'ont façonné. Absolument. Et c'est vrai que ce recul historique, c'est passionnant parce que ça éclaire le présent d'une manière assez unique, je trouve. Ce que cette analyse montre bien, c'est que ce n'est pas du tout une progression linéaire, tranquille. Au contraire, ça met en évidence 4 phases, 4 ères vraiment distinctes, chacune avec ses propres codes, ses propres règles du jeu, si on veut. Et c'est cette histoire en 4 actes qui va structurer notre discussion. Parfait. Alors commençons par le commencement. La première ère. L'étude l'appelle l'époque héroïque. Ça couvre 1977-1987. On parle d'un temps où l'ancêtre du CAC, il naviguait péniblement autour de 200-300 points. Ça paraît fou aujourd'hui. Le marché était décrit comme très confidentiel, un cercle assez fermé. Une ambiance, d'un autre siècle, non? C'est tout à fait ça. Un marché vraiment balbutiant comparé à ce qu'on connaît maintenant. Mais cette décennie, elle a quand même jeté les bases. D'ailleurs, l'analyse pointe déjà 3 premiers retournements assez notables. Une hausse de plus 128%, Ah oui. vite suivie d'une baisse de 35%. Bon, ça peut sembler modeste aujourd'hui, mais c'était le début de la valse, le début des cycles boursiers. Et c'est aussi pendant cette période qu'on trouve un record. Un record qui donne le vertige, jamais égalé depuis. Une envolée spectaculaire de plus 445% entre juin 81 et mars 87. Le contexte est intéressant. Ça démarre après le creux historique lié à l'élection de Mitterrand, avec la crainte des nationalisations. Et puis, la machine s'emballe avec le fameux tournant de la rigueur qui redonne confiance. C'était un peu la découverte du capitalisme populaire en France, j'imagine. Mais plus 445% en moins de 6 ans, c'est juste incroyable. Le chiffre est sidérant, effectivement. Pour essayer de se le représenter aujourd'hui, imaginez le CAC 40 qui passerait de, disons, 8 000 points à plus de 43 000 points en 6 ans. C'est tout simplement inimaginable dans notre environnement actuel. Ça montre bien à quel point cette époque héroïque était singulière, avec des dynamiques qui, oui, appartiennent vraiment au passé. Après cette euphorie, la douche froide, le fameux crash d'octobre 87. L'indice qui dévisse de presque 39% et il retombe vers les 1000 points. D'ailleurs, c'est ce niveau symbolique, 1000 points, qui va servir de base de calcul au CAC 40 moderne, lancé juste après. On aurait pu croire à la fin de la fête, mais en fait pas du tout. C'est le début de ce que l'analyste appelle l'âge d'or retrouvé. Une période faste qui va de 87 jusqu'à l'an 2000. Probablement la plus belle ère de croissance du marché français, non? Oui, l'ère d'expansion, c'est le terme qui revient. Et on comprend pourquoi, sur ces 14 années, l'indice va s'envoler de 1000 points jusqu'à son sommet historique, 6922 points, atteint le 4 septembre 2000. Si on calcule le rendement annualisé moyen sur cette période, on arrive à un impressionnant plus 15% par an. 15% par an? Oui. Et plusieurs moteurs expliquent cette folle ascension. Il y a eu les grandes vagues de privatisation, Saint-Gobain, Paribas, la Société Générale. Il y avait aussi l'optimisme débordant lié à la révolution technologique qui commençait. Et puis, l'arrivée massive de nouveaux acteurs sur le marché, les investisseurs particuliers, les OPCVM, ces fonds communs qui devenaient très populaires en France. Fascinant. Mais au milieu de cette montée quasi non-stop, il y a eu une secousse. Une secousse qu'on oublie un peu, mais que l'article remet bien en avant. Le crash de 1998. Une chute hyper violente. Moins 32,5% en à peine 83 jours, entre juillet et octobre. Ce qui est frappant, c'est que c'était la première vraie crise importée. Oui, importée, exactement. Déclenchée par la crise asiatique de 97, aggravée par le défaut russe, et puis la quasi-faillite de LTCM. Ah oui, LTCM. Cet énorme fonds spéculatif américain. Ça a fait trembler tout le système financier mondial. C'était une sorte de répétition générale de la mondialisation financière et de ses risques, en fait.
Tout à fait. Et ce crash de 98, il est aussi important pour une autre raison, la vitesse de la récupération. L'analyse souligne bien qu'il a fallu moins de 2 ans pour que le CAC 40 efface ses pertes et reparte de plus belle vers de nouveaux sommets. Et ce schéma, une correction brutale mais suivie d'une reprise relativement rapide, ça va devenir une caractéristique de plus en plus fréquente des marchés par la suite. Même si, bon, les délais de récupération vont varier, hein. On arrive alors au point de bascule, ce fameux sommet des 6922 points, septembre 2000, atteint dans une euphorie totale autour de la bulle Internet. Et là, c'est le début de la troisième ère identifiée par l'étude, baptisée sans détour la décennie perdue. Elle court de 2000 à 2011. Et le terme perdu, malheureusement, il n'est pas exagéré du tout. La chute qui suit est terrible. Terrible, c'est le mot juste. L'effondrement qui suit l'éclatement de la bulle Internet entre 2000 et mars 2003 détient toujours le record absolu de baisse de l'histoire du marché parisien. L'indice a perdu 65,3% de sa valeur. Il est passé de 6922 points à seulement 2403 points. Moins 65%. Oui, c'est une destruction de capital absolument colossale. Ça a laissé des traces profondes, ça a traumatisé toute une génération d'épargnants qui découvraient la bourse à ce moment-là. Et si on prend la décennie entière de septembre 2000 à septembre 2011, le bilan est glaçant. L'article calcule la performance annuelle moyenne du CAC 40 sur ces 11 années, moins 7,92% par an. C'est presque difficile à croire. Pour le dire autrement, comme le fait l'article, 10 000 € investis au sommet de 2000, eh bien, il ne valait plus que 4 020 € 11 ans plus tard. Une décennie perdue. Le mot est faible. Comment on explique une telle bérésina ? En fait, cette période noire est marquée par 2 crashs historiques d'une violence inouïe qui se sont succédés. D'abord, l'éclatement de la bulle Internet 2000-2003, avec cette chute de moins 65,3%. Ensuite, après une reprise significative entre 2003 et 2007, l'indice a quand même regagné plus 156,7%. Ah oui, il y a une reprise quand même. Oui, mais arrive la crise des subprimes et la faillite de Lehman Brothers en 2008. Et là, c'est le deuxième coup de massue. Une baisse de moins 59,2% entre juillet 2007 et mars 2009. Cette deuxième crise a complètement effacé la reprise précédente. Résultat final sur les 11 ans, une perte cumulée de presque 60%, moins 59,8%. L'impact psychologique a été dévastateur. Ça a installé une méfiance très profonde et durable envers les actions chez beaucoup d'épargnants. Beaucoup se sont dit « la bourse, plus jamais ». On comprend mieux pourquoi, effectivement. Après cette longue, cette douloureuse traversée du désert, on entre enfin dans la quatrième et dernière ère identifiée par l'analyse, celle dans laquelle on est encore. Elle est appelée la Renaissance silencieuse. Elle démarre vers 2011 et l'étude la prolonge jusqu'en 2025. L'idée ici, c'est une transformation plus discrète s'est opérée, qui mènerait à une sorte de nouvelle normalité. On serait sorti des extrêmes des décennies précédentes. C'est l'hypothèse centrale de l'analyse pour cette période, oui. Le nouveau paradigme qui semble émerger, c'est celui d'une croissance, certes plus modeste, mais aussi plus régulière, et moins sujette aux effondrements cataclysmiques du passé. L'étude de la tendance de fond sur 2011-2025 met en évidence une progression annuelle moyenne de plus 5,7%. D'accord. C'est bien sûr moins spectaculaire que les plus 15% des années 90, mais c'est une performance plus stable, obtenue dans un environnement pourtant marqué par plein de crises. La dette souveraine européenne, le Brexit, les tensions commerciales, le Covid. Et il y a des chiffres qui illustrent bien cette nouvelle normalité, non? L'article mentionne notamment la correction maximale pendant le choc du Covid en mars 2020, moins 38,5%. C'est beaucoup, mais on est loin des moins 60% des crises d'avant. Et surtout, ce qui est frappant, c'est la vitesse de la récupération. L'indice est revenu à ses niveaux d'avant-crise en seulement 12 mois, avec une hausse fulgurante de plus 60% sur un an. On est très loin des 3 à 5 ans qu'il fallait parfois attendre pour se remettre des crashs précédents. Absolument. C'est un point clé mis en avant par l'analyse Omni, une accélération très nette des cycles boursiers. Leur durée typique, d'un sommet à l'autre, en passant par un creux, semble s'être contractée. Elle oscille maintenant autour de 1 à 2 ans, alors qu'elle était plutôt de 3 à 6 ans avant. Les corrections peuvent toujours être vives, rapides, mais elles semblent plus courtes. Et les reprises s'enclenchent plus vite, plus fort. On pourrait presque parler d'une forme de domestication de la volatilité. Même si elle reste présente, c'est moins le Far West, mais ça bouge toujours beaucoup. D'accord. Ce voyage à travers 4 décennies très différentes est vraiment éclairant. Mais alors, qu'est-ce qui explique concrètement cette métamorphose si profonde du marché?
Pourquoi le CAC 40 d'aujourd'hui se comporte si différemment de celui d'il y a 20 ou 40 ans? L'article pointe 4 révolutions silencieuses. Peux-tu nous les décrypter un peu? Bien sûr. Ces 4 révolutions sont structurelles et combinées, elles expliquent une grande partie de ce changement de régime qu'on observe sur le marché. Premièrement, et c'est sans doute la plus importante, la révolution monétaire. Depuis la crise de 2008, le rôle des banques centrales est devenu absolument central, omnipotent même. Leur politique dite non conventionnelle, ça a tout changé. On pense au quantitative easing, le fameux QE, ces achats massifs d'actifs qui inondent le marché de liquidités. Mhm. On pense au taux d'intérêt maintenu très bas, voire négatif pendant longtemps, et à la forward guidance. La forward guidance. Oui, ce terme un peu technique, ça désigne simplement leur communication très active pour indiquer leurs intentions futures, pour rassurer et orienter les marchés en gros. Tout ça, ça a créé une sorte de filet de sécurité, implicite ou explicite, qui tend à amortir les chocs et à raccourcir la durée des baisses extrêmes. Deuxièmement, la révolution technologique. L'arrivée en force du trading algorithmique, ces programmes informatiques qui passent des ordres à toute vitesse. Les fameux algos. Voilà. Et la popularité énorme des ETF, ces fours indiciels cotés en continu comme des actions, ça a profondément modifié la mécanique des marchés. Les algos réagissent en microsecondes aux nouvelles, aux seuils techniques. Ça accélère la diffusion de l'info et les ajustements de prix. Les ETF, eux, permettent d'acheter ou vendre tout un indice d'un coup. Ça facilite les arbitrages, ça peut corriger plus vite les déséquilibres, mais parfois aussi amplifier les mouvements à court terme. Troisièmement, la révolution réglementaire. Bah oui, forcément, après les excès qui ont mené au crash de 2000 et surtout 2008, les régulateurs ont considérablement resserré la vie. La directive européenne MiFID II, par exemple, en 2018, a imposé beaucoup plus de transparence, notamment sur les frais, et a renforcé la protection des investisseurs. D'accord. Ça a rendu le marché un peu moins opaque et ça a freiné certaines pratiques jugées excessives. Ajoutez à ça les stress tests réguliers pour les banques. Tout cet arsenal réglementaire a contribué à rendre le système financier plus encadré, peut-être moins sujet aux dérapages incontrôlés d'avant. Et enfin, quatrièmement, la révolution mondiale, ou plutôt la mondialisation achevée. Dans notre économie super connectée, les grandes entreprises du CAC 40 font une énorme partie de leur chiffre d'affaires à l'étranger. C'est vrai. Et les portefeuilles des investisseurs sont de plus en plus diversifiés géographiquement. Du coup, l'impact d'un choc purement local, juste français par exemple, a tendance à se diluer. Un problème spécifique à la France n'aura plus forcément l'effet dévastateur sur l'indice qu'il aurait pu avoir il y a 30 ou 40 ans. La diversification agit comme un amortisseur. Très clair, merci. Ces 4 révolutions combinées expliquent donc en grande partie pourquoi le marché ne réagit plus comme avant. Si on tire le bilan sur toute la période, c'est 48 ans de 1977 à 2025, quel est le chiffre final? L'article donne un chiffre assez spectaculaire, plus 3298% pour l'indice. Ramener une performance annuelle moyenne, ça fait plus 7,6% par an. Pour le rendre concret, 1 000 € investis en 1977 seraient devenus environ 34 000 € aujourd'hui. Et ça, c'est sans compter les dividendes réinvestis. C'est une performance tout à fait respectable, oui, sur une durée aussi longue, qui couvre des périodes très différentes. Il faut noter, comme le fait l'article, qu'il y a eu un certain décrochage par rapport au marché américain, surtout depuis 2010 où la tech US a vraiment surperformé. Mhm. Mais ce plus 7,6% annuel moyen est quand même notable parce qu'il intègre les crashs violents et cette fameuse décennie perdue de 2000-2011. Ça montre une vraie résilience du capitalisme français sur le très long terme. Par contre, il faut aussi garder en tête la tendance observée sur la dernière décennie, 2011-2025, qui se normalise plutôt autour de plus 5,7% par an. Ça suggère peut-être que les attentes de rendement pour l'avenir devraient être plus modérées. Mais potentiellement plus stable. D'accord. Alors, la question cruciale, qu'est-ce que toute cette transformation change concrètement pour l'investisseur aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire qu'il faut revoir nos stratégies? Par exemple, l'époque des gains mirobolants des plus 100% en quelques mois, comme on a pu voir, c'est fini ça. C'est une conclusion assez probable, oui. Les performances explosives de l'époque héroïque ou même de l'âge d'or semblent moins susceptibles de se reproduire dans ce nouveau régime plus encadré, plus influencé par les banques centrales. Par contre, si les cycles sont effectivement plus courts, comme l'analyse suggère fortement, ça change la donne. La vieille stratégie du buy and hold passif sur des décennies reste sans doute valable pour le très long terme, mais
Mais la dynamique de cycle plus court, sur 1, 2 ans, pourrait signifier que le timing devient plus important qu'avant pour optimiser sa performance. Le moment où on entre et où on sort. La patience nécessaire pour récupérer d'une baisse serait peut-être moindre, mais il faudrait peut-être être plus agile, plus réactif aux signaux. Et cette idée de volatilité domestiquée, avec des corrections maximales qui semblent plafonner un peu plus bas qu'avant, est-ce que ça rend les actions plus fréquentables psychologiquement, moins effrayantes? C'est un peu paradoxal, non? Si ça bouge vite sur des cycles courts, ça demande justement plus d'attention. C'est tout le paradoxe. D'un côté, si les chutes extrêmes, genre moins 50% ou moins 60%, deviennent plus rares et que les corrections standards se limitent plus souvent à moins 20% ou moins 25%, ça peut effectivement réduire l'angoisse et rendre l'investissement en action psychologiquement plus supportable pour certains. L'article suggère même que de nouveaux seuils pourraient émerger, peut-être considérer les zones de moins 20-25% comme des opportunités d'achat intéressantes, là où avant on attendait peut-être moins 30% ou moins 40% pour faire les soldes. D'accord, je vois. Et inversement, il faudrait peut-être devenir plus prudent après des rebonds rapides de plus 40, plus 50% depuis un creux, sans forcément attendre les plus 80% ou plus 100% d'autrefois. Mais de l'autre côté, comme tu le soulignes, cette accélération des cycles implique qu'il faut être plus vigilant. Les fenêtres d'opportunité à la baisse comme à la hausse pourraient se refermer plus vite. Ça pourrait même influencer la durée de détention optimale. Si un cycle complet baisse plus reprise se boucle maintenant en 12 à 24 mois plutôt qu'en 3 à 5 ans, ça peut inciter certains à adopter une gestion plus tactique, plus active. Mais attention, insistons là-dessus, ce sont des tendances observées, des hypothèses basées sur l'histoire récente, pas des certitudes gravées dans le marbre pour l'avenir. C'est passionnant. Pour résumer ce périple de presque 50 ans, on a vu le marché parisien traverser 4 saisons bien distinctes. L'héroïsme des débuts, l'âge d'or euphorique, la longue traversée du désert de la décennie perdue, et enfin cette renaissance silencieuse, plus mature peut-être. La métamorphose est indéniable. Le CAC 40 d'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le même animal que celui de 1977, ni même celui de l'an 2000. C'est exactement le message clé. L'article va jusqu'à suggérer l'émergence d'une sorte de nouveau contrat social boursier. Un contrat tacite où le marché, façonné par ses révolutions monétaires, techno, réglementaires, mondiales, offrirait peut-être moins de frissons extrêmes, moins de gains démesurés, mais en échange une performance plus régulière, moins anxiogène et des corrections mieux contenues. Une forme de sagesse acquise avec l'âge et les cicatrices des crises passées, en quelque sorte. Sagesse du marché. J'aime bien l'image. Mais ça soulève immédiatement une question, un peu vertigineuse, sur laquelle l'analyse nous laisse réfléchir. Cette nouvelle sagesse, apparente, cette modération relative, est-ce qu'elle est vraiment installée pour durer? Est-ce qu'elle résistera aux prochains grands chocs, aux prochaines ruptures? On pense évidemment aux défis colossaux qui se profilent et qui n'étaient pas au cœur de cette analyse historique. L'impact potentiellement disruptif de l'intelligence artificielle sur tous les secteurs. Les tensions géopolitiques mondiales qui grimpent, l'évolution imprévisible des crypto-monnaies et de la finance décentralisée. Est-ce que ces nouveaux facteurs pourraient encore une fois venir dynamiter les règles du jeu et nous faire entrer dans une 5e ère totalement différente? C'est l'inconnu fondamental. Et c'est la question à 1 million d'euros pour les années à venir. Il est crucial de se rappeler que toute cette analyse, aussi fouillée soit-elle avec ses 29 points de retournement sur près d'un demi-siècle, ça reste une lecture du passé. L'histoire nous donne des clés de compréhension inestimables sur les mécanismes, les évolutions. Elle nous aide à identifier des tendances. Mais elle ne fournit jamais de boule de cristal, surtout face à des facteurs de changement potentiellement aussi profonds que ceux que tu viens d'évoquer. Le prochain chapitre, eh bien, il reste à écrire.